Oui, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire donc sur le marketing one-to-one. On s'excuse pour les quelques minutes de retard dû à un problème de connexion. On espère que vous êtes tous là. Du coup, vous avez eu le temps de pouvoir vous connecter. Avant de commencer à parler du marketing one-to-one en particulier, on avait une petite question d'introduction dont on regardera les résultats en fin de webinaire. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y regarder. Donc, en fait, la question, ce serait de savoir un peu sur quel canal de communication vous prenez le temps de regarder les sollicitations marketing que vous pouvez recevoir. Donc, vous pouvez en recevoir par SMS, par email, en display sur site, en push mobile via une application ou une notification, en retargeting de site web ou d'autres. Donc, on vous laisse le temps de répondre à ça et puis on regardera en fin de webinaire un petit peu les réponses que vous avez données. Alors, donc nous, Socio Data Management, on est une entreprise d'analyse de données qui appartient au groupe Oriance, un groupe assez centré sur la donnée dans un petit peu toutes ses composantes. Parce qu'on va retrouver une société leader un petit peu du groupe Akerva, spécialisée en cybersécurité et management des risques. Une entreprise DocuJet, spécialisée en gestion électronique de documents. Donc Socio Data Management, notre entité, qui va faire de la data et de l'intelligence artificielle. Et ensuite, on aura d'autres entreprises comme Aura, Confluence IT et Cifadis, une entreprise qui fait des solutions pour le développement des compétences, notamment au niveau formation. Donc le groupe, et c'est un groupe français qui, en 2019, a réalisé pas loin de 20 millions de chiffres d'affaires. On est en tout 170 collaborateurs et on est un peu dispersé sur la France avec des bureaux à Paris, Rennes, Toulouse et Dijon. Plus particulièrement Socio Data Management, donc on est un cabinet de conseil spécialisé dans la data et dans l'intelligence artificielle. On va s'occuper de faire du conseil en stratégie, du data engineering, data management et des études, forcément, de la BI, business intelligence, analyse et data science, et enfin de la data vise et l'accès aux données. Donc on réalise en plus de 2500 projets par année. On a plus de 500 clients actifs et au total, notre équipe est composée d'une vingtaine de consultants experts spécialisés soit en data, soit en IA, soit en data vise. Donc, on va aujourd'hui parler du marketing one-to-one et au travers d'un cas pratique qu'on verra un peu par la suite d'un acteur français, retailer et fabricant en grande consommation. Alors, marketing one-to-one, c'est finalement un terme qui est assez ancien puisqu'il est né dans les années 90. La stratégie du marketing one-to-one, c'était surtout établir une relation personnalisée et interactive avec ses clients par le biais d'actions de communication et ou de promotion adaptées pour chaque individu. C'est un concept qui a été inventé par Martha Rogers et Don Peppers, donc dans les années 90. Et alors, au début, c'était quelque chose qui était difficile à mettre en place, mais aujourd'hui, surtout sur ces 10 dernières années, avec l'évolution des techniques de collecte d'informations sur les individus et surtout aussi d'exploitation des bases de données, même avec de très grands volumes, ça offre désormais une plus large connaissance des profils clients, de leur comportement et des habitudes de consommation. Et grâce à ces leviers data, ça va permettre de renforcer la relation client et surtout pour pouvoir mieux calibrer son offre marketing sur les différents types qu'on va pouvoir définir. Et in fine, cela va pouvoir impacter notamment la fidélité, l'expérience client et donc la satisfaction client et in fine le volume des ventes et le ROI. Alors en 2019, il faut savoir que plus de la moitié des responsables marketing ont renforcé leurs ressources consacrées à la personnalisation. C'est quelque chose qui est très en vogue sur ces dernières années. Et ils ont bien fait parce que quand on demande aux Français, on s'aperçoit que les 3/4 des Français affirment vouloir acheter auprès des marques ayant recours au marketing personnalisé. Et surtout, un tiers d'entre eux assurent renouveler l'acte d'achat si la marque opère une bonne personnalisation marketing. Donc on a un gain de fidélité. Concrètement, le marketing one-to-one, il s'inscrit dans les grandes options de ciblage. Il y en a plusieurs qui vont du marketing indifférencié, où on s'adresse à tout le marché avec une seule communication. Ou après, on peut aller sur quelque chose de plus différencié, voire segmenté. On verra aujourd'hui nous, on a fait des analyses surtout au niveau segmentation. Et après, si on va à l'extrême, on peut vraiment adresser une communication
personnalisé à chaque individu. Et là, on est dans le marketing one-to-one. Finalement, sur le terrain, on s'aperçoit que malgré le fait qu'il y ait plusieurs types, les frontières sont souvent assez floues et on va souvent combiner plusieurs types de marketing différents. Alors évidemment, je rappelle qu'en marketing industriel ou marketing grand compte, en B2B, le marketing one-to-one se justifie parce que déjà, il y a un nombre plus petit de clients et surtout, le chiffre d'affaires par client va être tellement important qu'on va forcément devoir s'intéresser à chaque client et lui proposer une offre presque cousu main. Mais quand on est dans le mass market, c'est quand même plus difficile de justifier une approche one-to-one. Donc souvent, c'est une approche qui va combiner plusieurs formes de marketing qui va être retenue, car elle ne se substitue pas l'une à l'autre. Donc si je prends un exemple d'un gros acteur, par exemple Danone, il fait de la communication de masse via des pubs télé, par exemple, mais il va aussi faire du marketing segmenté, puisqu'il a des gammes de produits différentes, une gamme de produits enfants, une gamme de produits seniors, une gamme healthy. Et il va aussi faire du one-to-one en travaillant sur sa base de données clients et en pratiquant, par exemple, du retargeting de contenu publicitaire différencié pour chaque personne en fonction de ses habitudes de consommation ou de navigation Internet. Donc concrètement, nous, sur ce qu'on va travailler à Socio Data Management, ça va être analyser, on va dire, les bases de données qui sont construites suite à la relation client. Donc, c'est quelque chose de très important parce que savoir construire, utiliser et surtout actualiser une base de données, ça apporte un avantage concurrentiel. On va pouvoir connaître la fréquence, la récence, le volume, la nature des achats, les réclamations, les insatisfactions des clients et également la performance des produits et des services que l'on propose. Donc, les actions menées, donc par exemple adresser un message et une offre personnalisée, viendront enrichir la base de données pour affiner la qualité de ces données et ainsi faire un cercle vertueux. Donc, on a une base de données, on va faire de l'analyse, du ciblage. Derrière, on va pouvoir mettre en place des actions commerciales, promotionnelles. Et le retour de ces actions va enrichir de nouveau la base, et c'est ce qu'on appelle la relation d'apprentissage. Enfin, il y a quelque chose qui est important aussi qu'on arrive à faire, c'est pouvoir comparer les coûts des contacts par public postage, donc opérations téléphoniques ou emailing. Et ça permet de mesurer le ROI des campagnes et donc de mieux allouer le budget l'année d'après entre les divers outils de communication. Concrètement, ou plutôt grosso modo, la construction et l'animation d'une base de données, donc ça va s'articuler autour d'abord de récupérer de la donnée. Donc ça peut être de la donnée qui vient d'une base de données CRM, ce qui est le cas. Ça peut venir de la donnée transactionnelle, ça peut venir des réseaux sociaux, de la navigation Internet. Le but du jeu, ça va être de regrouper toutes ces informations au sein d'une même base. Et après, de pouvoir essayer de faire de la customer intelligence et surtout derrière pouvoir déclencher des actions de communication, par exemple via SMS, email, display, push mobile ou site web. Donc, quelques exemples de marketing one-to-one, de pratiques de marketing one-to-one. Donc, il y a par exemple tout ce qui va être campagne d'emailing et SMS. Donc là, on va être sur les retailers, forcément, vont beaucoup utiliser cette méthode. Donc, on va avoir du Yves Rocher, par exemple, qui va envoyer beaucoup de bons de réduction à ses clients, mais aussi qui va être capable d'envoyer, par exemple, un message personnalisé pour dire attention, le produit que vous avez acheté est bientôt terminé, pensez à en acheter un nouveau d'ici une semaine, 2 semaines, car vous n'en aurez plus. Après, on va avoir les banques et puis aussi les grandes enseignes de retail comme Fnac et Darty qui vont nous envoyer plein de promotions en fonction de la zone géographique où on se trouve, des achats passés et de la période de l'année où il peut y avoir des promotions, des soldes. Après, on va avoir un autre domaine, ça va être tout ce qui est recommandations personnalisées. Donc là, il y a des grands acteurs comme Amazon qui ont été pionniers là-dedans, où effectivement, en fonction de ses achats, même si on n'a pas d'idée et qu'on arrive sur le site, on va nous proposer des produits à acheter qui vont ressembler à des produits d'achat passés. On va avoir Netflix qui est un peu dans le même cas de figure. Donc là, c'est pareil. Donc, quand on arrive en termes d'expérience utilisateur sur une application comme ça, et bien, on va nous proposer des films en fonction des films qu'on a regardés. Voilà. Et il y a aussi, du coup, le pendant musical avec Spotify et Deezer, où tous les jours, chaque utilisateur se verra proposer une playlist personnalisée
qui permettra de lui faire découvrir des artistes similaires à ceux qu'il apprécie déjà. Enfin, il y a du produit personnalisé aussi. Donc là, on a parlé surtout de communication, mais on peut aussi personnaliser le produit, ce qui est aussi une approche du one-to-one. Donc, comme on peut le voir, il y a Coca-Cola qui avait utilisé une liste de prénoms. D'ailleurs, je ne sais pas s'il contient un Arthur dedans, mais bon, c'était déjà une personnalisation du produit, une première personnalisation. Il y a Starbucks Coffee qui fait la même chose en magasin, c'est-à-dire qu'ils vont vous appeler par votre prénom, ils vont inscrire le prénom sur votre gobelet. Et enfin, il y avait un exemple un peu original qui date pourtant des années 70, comme quoi c'était des pionniers. C'était la bière vedette, une bière belge qui avait eu l'idée dès le départ de proposer à ses consommateurs d'envoyer leurs photos afin de les mettre sur la canette de bière et leur envoyer leur propre pack personnalisé. Comme ça, tout le monde était la vedette. Enfin, il y a aussi du one-to-one au niveau du télémarketing. Par exemple, vente privée à des dizaines, des centaines de téléconseillers qui vont tous s'appeler Cécile de Rostand et qui vont essayer de construire une relation personnalisée avec chaque client. Enfin, il y a aussi tout ce qui est personnalisation boutique. Donc, Sephora, CA ou Orange ont des boutiques maintenant 2.0 qu'on peut, avec par exemple des énormes écrans tactiles pour pouvoir faire en fait comme si on était à la maison avec son téléphone portable. Et il va aussi y avoir un conseil personnalisé puisque les vendeurs sont maintenant appelés des vendeurs augmentés. Bon, en gros, ils ont une tablette avec eux qui permet aussi de naviguer sur Internet. Alors, c'est vrai que le marketing one-to-one peut avoir un côté un peu intrusif. Donc, il y a quelques limites à ce concept. Donc, par exemple, si on demande aux Français, plus de la moitié des Français ne souhaitent pas partager certaines adresses postales ou leur numéro de mobile. Il y a un autre problème aussi récemment, c'est la RGPD, qui empêche notamment la conservation à long terme et la personnalisation de certaines données. On est obligé d'anonymiser certaines données. Enfin, l'approche one-to-one, elle revêt un caractère quand même intrusif. D'ailleurs, 28% des Français n'achèteront plus la marque si la personnalisation est jugée inappropriée. Donc, il faut faire attention à cette personnalisation. Et il y a un exemple récent qui a montré effectivement que les utilisateurs sont très sensibles à cette intrusion dans leur vie privée, puisque WhatsApp a communiqué récemment auprès de ses utilisateurs une nouvelle politique d'utilisation de données personnelles dans le but d'améliorer leur marketplace conjointe avec Facebook. Au final, en 2 semaines après cette annonce, il y a eu 47 millions de téléchargements d'une application concurrente, Signal, et donc une fuite des utilisateurs WhatsApp vers Signal. Signal qui a du coup eu une hausse de 10 000% d'installation de l'application en 2 semaines, grâce à juste un effet d'annonce de WhatsApp. Sachant qu'en plus en Europe, on aurait eu très peu d'impact, car avec la RGPD, on est quand même plus ou moins protégé par rapport aux données personnelles. Voilà, on va maintenant vous parler du use case. Donc en fait, on a analysé la base CRM d'un client acteur, fabricant, retailer français. Donc cet acteur, en fait, il a développé depuis plus de 15 ans des magasins en propre. Avant, c'était juste un fabricant de produits, et maintenant, c'est un fabricant retailer. Et ils ont eu la bonne idée, dès le départ, d'alimenter une base et de faire des actions de communication, ce qui a permis d'enrichir leur base de données, d'agréger de l'information petit à petit. Et aujourd'hui, ils décident en fait d'aller plus loin, c'est-à-dire de l'exploiter, cette base de données. Donc effectivement, pour exploiter une base de données comme ça, il faut avoir les outils adaptés, c'est-à-dire que c'est pas avec un simple Excel qu'on peut ouvrir ce genre de base de données. Donc ils sont venus vers nous pour qu'on puisse un petit peu mettre le nez dedans et leur sortir quelques informations intéressantes. Donc les grandes étapes de l'analyse, il va y avoir déjà l'accueil de la base de données client, une phase de préparation des données et de data quality. C'est une phase indispensable pour s'assurer de la bonne qualité des données. Donc, il y aura beaucoup de nettoyage à faire, de codification. Ensuite, derrière, sur cette base-là, client, on va construire une analyse opérationnelle, c'est-à-dire une segmentation stratégique. Enfin, à travers de cette segmentation stratégique, on va pouvoir faire des analyses clients en fonction de ces grands segments et des analyses produits également. Et enfin, pour la faire vivre, cette segmentation et dans le temps, et surtout pouvoir mesurer les actions que l'on prend, on va déployer tout le dispositif donc chez notre client, qui du coup pourra devenir autonome.
Donc bonjour, je vais prendre la main pour parler plus en détail donc, du cas client. Donc première partie, donc le data management, data quality. Donc comme le disait Arthur, c'est la partie, j'ai envie de dire, essentielle sur ce genre de projet. Parce que dans un premier temps, donc on va analyser les fichiers qu'on récupère, les bases de données qu'on récupère pour savoir concrètement ce dont on dispose pour pouvoir mener les différentes analyses. C'est là qu'on va définir les variables, leur contenu, voir s'il y a des variables qui ne seront pas utiles pour la suite, s'il y a des choses un peu bizarres dans les données, des données aberrantes, etc. Donc c'est vraiment très important cette partie. Et une fois qu'on s'est familiarisé un peu plus avec les données, bah, on va passer dans toute l'étape de cleaning, rendre la donnée exploitable. Donc on va corriger les erreurs, on va repérer les données aberrantes, les supprimer, les corriger. On va se restreindre à un périmètre d'analyse qui a été défini précédemment pour rendre justement donc, toute cette donnée exploitable et savoir qu'est-ce qui va pouvoir servir dans la suite de ce type de projet. Donc c'est toute cette partie-là qui est, j'ai envie de dire, la plus chronophage et la plus importante pour partir sur de bons rails dans ce genre de problématique et qui nécessite souvent plein d'échanges avec le client pour nous aiguiller sur ce qui est étrange ou pas. Et la dernière étape dans cette partie-là, c'est la partie fusion, parce que la plupart du temps, donc, on récupère différentes sources de données. Et donc, on regarde comment ces différentes données s'articulent les unes par rapport aux autres. Si on a de la perte en fusionnant deux sources de données, on va se poser la question de savoir si c'est normal ou pas. Donc là encore, il y a tout un échange qui se fait entre les opérationnels chez clients et nous pour savoir justement si tout ce qu'on note sur les données est normal ou pas. Donc une fois que ces trois étapes sont faites, on a une base qui est propre, qui est clean et on peut l'exploiter. Et donc dans la problématique, dans cette problématique, on est parti donc sur la segmentation stratégique. Donc la segmentation stratégique pour permettre d'activer, pour ne pas faire du marketing de masse, mais pouvoir activer chacun des différents segments qu'on récupère à l'issue de cette segmentation. Donc pour faire cette segmentation, en fait, elle est basée sur deux segmentations différentes, donc que vous voyez à l'écran. Donc il y a la segmentation PMG d'un côté pour petit, moyen, gros. Alors en fait, c'est une PMG TG puisqu'on met aussi en lumière les très gros consommateurs. Et il y a un type aussi en plus qu'on crée qui va contenir les outliers, c'est-à-dire les clients qui ont un comportement très atypique ou aberrant, donc des très très gros consommateurs qui sont encore plus gros que les très gros. En général, le segment des outliers représente pas plus d'1% de la base. Et donc, ces segments de PMG se font traditionnellement sur le CA. En tout cas, là, dans le cas du use case client, c'était sur le CA. Mais ça peut être sur d'autres choses. Ça peut être sur des volumes d'achat, sur des volumes de produits achetés, etc., etc. Ça dépend du domaine d'application du projet. Une fois qu'on a nos segments PMG, donc les PMG, en fait, on se base, donc, ce que je disais, sur le CA, on fait des tranches de notre chiffre d'affaires et en fonction de la tranche dans laquelle on tombe, on est soit un petit, un moyen ou un gros client. On fait une deuxième segmentation à côté de cette segmentation PMG, donc une segmentation dite RFM. RFM pour récence, fréquence, montant. Donc la récence, c'est la dernière fois où je suis venu acheter chez le client. La fréquence, c'est le nombre de fois où je viens acheter chez le client. Et le montant, c'est le montant que j'ai dépensé au total chez le client sur la période étudiée. Donc là encore, on a trois indicateurs numériques. On fait des tranches de ces trois indicateurs. Et en fonction de là où on tombe dans les tranches, on va être soit dans le segment RFM1, soit à l'opposé, dans le segment RFM5. Et entre les deux, on se distribue entre ces deux extrémités. Donc, sachant que le segment RFM1 va contenir des clients qui sont des petits clients qui sont venus il y a déjà longtemps, ils ne viennent pas fréquemment et ils dépensent très peu. Là où les RFM5, ce seront plutôt des clients avec une récence très récente, donc ils sont venus il y a très peu de temps, ils viennent très régulièrement et ils dépensent beaucoup. Donc on a nos deux segments. Alors sur cette segmentation RFM, on crée aussi deux segments un peu particuliers qui sont basés que sur la temporalité. Donc un segment qu'on va appeler inactif, un segment qu'on va appeler nouveau client. Et là, en fait, c'est surtout la bande temporelle qui va dire si on est un inactif. En inactif, en général, alors c'est pareil, ça dépend du domaine d'activité du client, mais en général,
Ça peut être, si je n'ai pas eu d'activité depuis 1 an, je suis considéré comme un inactif, sans prendre en compte son volume de dépenses précédent. Un nouveau client, au contraire, ça va être un client qui vient d'apparaître il y a 1 semaine, il y a 1 mois, il y a 2 mois, en fonction du secteur d'activité. Donc, c'est des segments qu'on crée un peu à part et on fait ensuite notre RFM en dehors de ces 2 segments-là. Une fois qu'on a nos 2 segmentations, donc PMG et RFM, eh ben, on croise les 2 et c'est ce qui va nous donner notre segmentation stratégique. Donc là, on a une matrice qui montre le croisement justement entre ces 2 segmentations et en fonction de où on arrive dans le croisement, on va être classifié en VIP, donc très gros client, très important, qui dépense beaucoup, qui vient très fréquemment. Cœur de cible, segment légèrement en dessous du VIP, mais qui est quand même un segment très important aussi, puisqu'il dépense beaucoup, il vient très fréquemment, et il vient assez régulièrement. Et il vient de venir il n'y a pas si longtemps que ça. Le à développer, qui va être un peu le ventre mou, où on va avoir des clients, ni des gros clients, ni des petits clients, mais qu'il faut essayer de justement faire des actions dessus pour essayer de les faire passer en gros clients plutôt qu'en petits clients. Les clients dilemme, où là, on va avoir tout ce qui va être le client qui vient un petit peu, mais pas très fréquemment, qui dépense pas beaucoup, qui vient pas fréquemment. Et donc, nos deux segments créés du fait de ces segments un peu particuliers qu'on a créés sur la RFM. Donc, les nouveaux clients, les clients très récents, qui n'ont pas encore eu le temps d'avoir suffisamment d'historique pour être classifiés dans un segment d'importance, j'ai envie de dire. Et le segment des réactivés, où là, par contre, il faudrait déjà faire des actions pour essayer de les récupérer, ou au moins de savoir pourquoi ils viennent plus dépenser. Donc là, dans notre projet, on a mis au point cette segmentation. Et ensuite, une fois qu'on a mis au point notre segmentation, on est capable de sortir un certain nombre de résultats pour essayer de comprendre qui sont les clients à l'intérieur de ces segments. Donc là, on a mis un exemple d'un genre de graphique qu'on a l'habitude de livrer sur ce genre de problématique. On a la répartition en nombre de clients. Alors là, dans le cas de ce projet, on avait la répartition aussi en nombre de produits, en nombre de tickets de caisse correspondant à chacun de ces segments. Et on a remis aussi le chiffre d'affaires associé pour se rendre compte que les VIP sont quand même, ce que je disais en introduction, un segment assez important, puisque pour 1% de la population, dans notre exemple, là, ça représentait 10% du CA. Les cœurs de cible, on voit aussi que c'est un segment assez important. En plus de ce type de graphique, on fait apparaître une petite carte d'identité du segment pour une sorte de petite carte persona de notre segment pour savoir, encore une fois, plus exactement qui est dans notre segment. Et donc, on a l'habitude de sortir une partie profil de l'acheteur où on va sortir le nombre de tickets moyens par an, le nombre d'articles moyens par ticket par an, le chiffre d'affaires moyen par ticket du client, le chiffre d'affaires moyen par an de ce client, et savoir, on peut aussi analyser les produits qu'il a achetés. Savoir s'il achète toujours le même type de produit, s'il achète différents types de produits, s'il va avoir des tickets avec plusieurs produits ou qu'un seul produit. Donc on peut analyser tout ce genre de résultats. D'un autre côté, on a des caractéristiques un peu plus socio-démo. Alors ça va dépendre de ce que contient la base de données, mais en général, on est capable de dire que les cœurs de cible sont plutôt des hommes ou des femmes, sont plutôt dans telle tranche d'âge. Si on a une notion d'ancienneté dans le cas d'un compte client, on sait à partir de quand la personne a été rentrée dans la base. Donc on peut savoir que le nombre d'années d'ancienneté de la relation client entre l'enseigne et sa clientèle. On analyse aussi les opt-in pour savoir sur quel canot on peut interroger notre base et échanger avec elle pour justement pouvoir derrière faire les actions marketing qu'on va vouloir mettre en place. Et si on dispose de l'adresse, on est capable aussi de localiser nos individus pour savoir par exemple que nos cœurs de cible sont plutôt dans telle ou telle région, dans tel ou tel département. On peut même aller jusqu'à faire de la cartographie pour les représenter, pour avoir une meilleure représentation. Si on est dans une problématique où on a des pros et des particuliers, on peut aussi regarder la part de pros ou de particuliers au sein de nos différents segments. On peut aussi faire une analyse séparée, faire une segmentation sur les pros et une segmentation sur les particuliers. Et dans ces cas-là, on aura une vision séparée sur ce critère-là. Donc, une fois que notre segmentation est faite,
on va l'analyser après. On va la croiser avec toutes les informations qu'on dispose dans la base pour justement pouvoir encore mieux catégoriser ces segments, savoir quand les activer, comment, et éventuellement même faire de l'action sur des individus en particulier dans ces segments. Donc un exemple d'analyse qu'on a fait dans notre use case, c'était de regarder donc le client retailer en question avait plusieurs marques, plusieurs familles de produits, plusieurs types de produits. Donc on avait plusieurs niveaux comme ça. Et on a essayé de regarder les marques les plus achetées par tel ou tel segment, les familles de produits les plus achetées par tel ou tel segment, les produits séparément et aussi en simultané, ce qu'on appelle de la co-occurrence. On a regardé les co-occurrences d'achat pour essayer de voir des achats, au cours d'un même achat, s'il y a des achats groupés. Et si on peut mettre en lumière comme ça des produits ou des familles de produits ou même des marques qui marchent bien l'une avec l'autre pour essayer de pouvoir faire des actions, notamment par exemple des packages produits ou réorienter la structure d'un magasin par exemple. Après cette analyse orientée produit, on fait aussi en général une analyse plus de durée de vie du client, lifetime value. Donc, dans le cadre de cette analyse, on va essayer d'analyser le comportement de réachat, voir si un client qui est présent dans la base revient et sous quel délai et à quelle fréquence. Donc, ce qu'on regarde en général, c'est le délai entre le premier et deuxième achat pour voir au bout de combien de temps un individu réachète. Donc, toujours, on regarde ces indicateurs au regard de notre segmentation qu'on a mis au point initialement, parce que la vitesse de réachat va avoir une importance pour le client, tout simplement. Une fois qu'on a regardé l'analyse du réachat initial, on va pouvoir regarder aussi le délai interachat moyen. Combien de temps un client moyen des VIP ou des cœurs de cible met pour venir réacheter en moyenne. On va pouvoir aussi, si on connaît les stimulations commerciales qu'il y a eu, exemple les envois de bons de réduction ou les communications sur des soldes, on va pouvoir analyser si à ces périodes-là, il y a eu une accélération des délais interachats, si le client est revenu plus rapidement pour acheter et s'il a acheté en plus grosse quantité. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut regarder à partir du moment où on a l'information du ticket de caisse, des tickets de caisse dépensés. Dernière étape qu'on regarde dans ce genre d'analyse, c'est on essaye de déterminer une bande temporelle au bout de laquelle il faut faire une action pour éviter de perdre trop de clients. Donc, on regarde en nombre d'achats, en nombre de tickets de caisse et en nombre d'achats, la part de clients qui est restante dans chacun de nos segments. Et on est capable de donner une fourchette entre, par exemple, 10 et 15 achats. Il faut faire une action sur tel segment pour éviter qu'on ait une fuite massive des clients de ce segment. Voilà. Donc ça, c'est la vision un peu durée de vie du client qui est matérialisée par tous ces résultats. Une fois que la relation client est enclenchée à travers un plan marketing, donc c'est ce que je disais dans la slide précédente, on peut disposer des actions marketing qui ont été faites sur les clients. Donc c'était le cas là dans notre projet. On est capable de voir si ces actions ont eu un impact ou pas. Donc là, on avait l'info de l'envoi des bons de réduction, si les bons de réduction avaient été donc qui avait été touché, donc la couverture de la campagne. On était capable de dire combien de clients n'avaient pas eu de bons de réduction, donc n'avaient pas été touchés par des campagnes promotionnelles. On était capable de calculer un taux de retour ou un taux d'utilisation parce que les bons d'achat envoyés il est intéressant de savoir combien sont utilisés derrière. Et on avait l'info de savoir si ces bons étaient utilisés totalement ou en partie. Et ce qui nous a permis, en troisième lieu sur le côté bons de réduction, d'estimer un peu le ROI des campagnes par canal et au global. Parce que ces bons de réduction, en fonction de l'opt-in que les personnes avaient renseigné dans la base, étaient envoyés soit par email, soit par courrier ou par SMS. Et donc, en fonction du coût que le client nous avait communiqué d'envoi d'un SMS ou d'un email ou d'un courrier, on a été capable, en fonction des taux d'ouverture, de calculer des ROI sur les campagnes et mettre en lumière quel canal avait été le plus rentable, entre guillemets. Et donc là, ce qu'on pouvait noter, c'est que le courrier est le mode le plus cher, mais il est aussi celui qui obtient le meilleur taux de retour.
Effectivement, c'est plus cher d'ouvrir un courrier, mais en général, ça reste plus facilement en mémoire qu'un mail ou qu'un SMS, parce qu'on le pose sur une table, on peut le regarder plus tard, etc. etc. Dans cette partie-là, on a aussi mesuré l'impact de la campagne en termes de produits achetés, panier moyen. Donc, c'est ce que je disais un peu slide précédente. On a regardé si des produits particuliers étaient achetés lorsqu'on avait un bon de réduction. Est-ce qu'on a tendance à acheter un produit de meilleure qualité parce qu'on bénéficie d'une réduction? Est-ce qu'on prend une gamme supérieure à celle qu'on avait prévu d'acheter parce qu'on a eu un geste de la part du client, enfin du vendeur? Et on regarde aussi les paniers moyens. Donc les paniers moyens, est-ce que j'ai tendance à plus acheter en quantité, même si j'achète pas forcément des meilleurs produits, mais une plus grosse quantité parce que j'ai eu un bon de réduction? Et dernière analyse, c'était l'analyse du délai interachat, encore une fois, pour voir si le fait d'avoir une réduction provoquait un achat plus rapide que le fait de ne pas avoir de réduction. Donc, et tous ces indicateurs, donc on les a calculés par segment, mais on les a ramenés aussi au niveau de l'individu pour justement derrière pouvoir faire des actions sur un individu en particulier par rapport à un autre et donc mettre en place des stratégies one-to-one. Donc, une fois que notre segmentation est faite, qu'on l'a analysée avec tout ce qui était possible d'analyser, on l'a déployé chez le client. Donc, le déploiement chez le client, ça se déroule de la façon suivante. Donc, là, on a récapitulé les grandes phases du projet, en fait. Première phase, donc la base de données, on récupère les éléments. Deuxième phase, on crée notre segmentation. Troisième phase, on fait l'implémentation. Donc, l'implémentation peut prendre plusieurs formes. Soit on a un client assez mature et on lui donne les règles de calcul de notre segmentation et il est capable de l'implémenter dans son environnement et de faire vivre sa segmentation, ou alors on peut l'accompagner de façon plus étroite, ou on peut même carrément faire l'implémentation pour lui si besoin. Donc, une fois que la segmentation est implémentée, ça permet de la faire vivre, donc de l'actualiser à des temps récurrents. Enfin, sous un délai assez bref, pour justement voir l'évolution de cette segmentation en fonction des actions qu'on va mener. Et donc là, ça nous amène à la mesure et à la formation. Donc, la partie mesure, c'est justement, c'est voir les évolutions de cette segmentation au cours du temps. Donc, ça peut prendre la forme de dashboard, par exemple, où on va voir que on a X% de cœurs de cible qui sont passés VIP le mois suivant. Ou au contraire, on a eu une perte de clients développés qui est tombée delay, mais dans ces cas-là, il faut faire une action en urgence parce que la masse de clients dilemme augmente, ce qu'on n'espère pas. On peut faire des matrices de passage comme ça qui regardent les passages de segments de l'un à l'autre. Et bien sûr, ça s'accompagne d'une formation du client qui est capable d'analyser ces données, d'analyser ces segments et de faire vivre sa base sans forcément qu'il ait besoin de faire appel à nous continuellement. Alors, en ouverture, ce n'était pas le cas dans ce projet-là en particulier, mais en ouverture, on a d'autres types d'analyses qui permettent de compléter les différentes analyses qu'on a évoquées, notamment une analyse concernant le churn. Alors, c'est plus dans un cadre d'abonnement ou ce genre de problématique. Là, ce n'était pas le cas dans le projet sur lequel on était, mais on peut calculer une probabilité de churn. Encore une fois, en fonction des habitudes du client, le nombre de fois qu'il vient, la récence de sa dernière revenue, le montant qu'il dépense chez nous. Donc, on est capable de dire qu'un client est sur le point de partir ou pas en calculant une probabilité de churn. Donc là, on a mis un exemple où on a environ 10% de clients avec une probabilité supérieure à 0,9 de partir. Donc, il faudrait faire une action prioritaire sur ces 10% pour voir pourquoi ils souhaitent partir. Qu'est-ce qui provoque leur insatisfaction et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de les retenir. Donc là, il y a le churn. Et une deuxième analyse qu'on peut faire également, je l'ai déjà évoqué en introduction, mais ça va être plutôt de l'analyse cartographique. Et donc, c'est une façon plus visuelle d'avoir l'information de la localisation du client. Et dans ces cas-là, on peut projeter plein d'indicateurs si on souhaite
Donc là, on peut projeter la position des clients, on peut le faire par segment pour avoir la répartition sur le territoire de nos VIP, cœurs de cible à développer, etc. Mais aussi, on peut projeter l'information churner, non-churner, pour voir justement où les abandonnistes se trouvent particulièrement, s'il y a une concentration dans une certaine région plus qu'une autre. Et aussi le CA, pour voir si son cœur de cible est plutôt dans telle ou telle région et s'il y a des comportements qui se vérifient d'un point de vue géographique. On pourra aussi placer, par exemple, les magasins sur cette carte, ou les stations-service, ou encore les autoroutes utilisées. Les agences dans un cadre bancaire, enfin, on peut placer tout ce qu'on veut et positionner les clients par rapport à ces agences. On peut regarder s'il n'y a pas de la cannibalisation de points de vente, par exemple, si on souhaite ouvrir un nouveau point de vente. Et tout ça permet de compléter donc l'analyse de la segmentation notamment, mais pas que. Donc voilà, donc on a fini cette présentation. On vous remercie tous d'être venus assister à ce webinaire. Alors, je regarde s'il y a des questions. Une question de Anne. Qui sont les profils qui sortent ces analyses KPI? Data scientist, data analyst. Ce genre de KPI, c'est sorti par des data scientists et des data analysts. En fait, on travaille en collaboration pour sortir les indicateurs, les interpréter. Disons que le data scientist va plutôt faire la partie calculatoire. Le data analyst va plutôt interpréter les résultats et conseiller le client. En fait, c'est un peu, on est étroitement liés les deux sont étroitement liés. Est-ce que vous utilisez aussi des données externes pour calculer aussi des potentiels? Par exemple, dans l'analyse des ROI par campagne, on va prendre des données externes comme par exemple le coût d'envoi d'un SMS, ça peut être une donnée externe. On prend régulièrement des données open data qui viennent de l'INSEE pour croiser les informations en base avec des informations plus globales sur la population française. Dans un autre cadre, on avait besoin de regarder ce qui se passait en période de vacances. Donc, on a récupéré les périodes de vacances scolaires en France depuis 3 ou 4 ans et on regardait s'il y avait des comportements différents pendant les vacances versus hors vacances. Donc oui, ça nous arrive très régulièrement de prendre des données externes à ce que le client est capable de nous livrer comme données pour pouvoir faire des analyses. Un dernier exemple, ça pourrait être par exemple sur notre base de données clients, ceux qui sont opt-in, on pourrait envoyer par exemple un petit questionnaire sur les usages, attitudes, et derrière construire une typologie, donc ce serait une segmentation différente de la segmentation stratégique, et ensuite implémenter cette typologie à toute la base. Comme ça, on aura une double information en base qui est de savoir à quel segment il appartient, à quel segment stratégique, et aussi à quel type, à quel persona il appartient en termes d'usage et attitude. Voilà. On a aussi des clients qui sont capables de nous dire que tel client va coûter plus cher que tel autre, et donc on est capable mais ça vient après, et on est capable d'estimer si le fait d'essayer de faire passer un dilemme à développer, par exemple, va coûter plus cher que d'essayer de maintenir un VIP, quoi. Donc, c'est des choses qu'on peut aussi regarder et analyser avec des informations en plus de ce qu'on a présent dans les bases. Enfin, pour terminer, donc on a vu que vous avez été assez nombreux à répondre à la petite question d'introduction. Je rappelle la question, c'était sur quels canaux de communication prenez-vous le temps de lire, de regarder les sollicitations marketing? Donc, vous avez tous plébiscité l'email. Donc les 2/3 des personnes ont cité l'email. Je voulais juste rappeler qu'entre email et SMS, on va être sur le même taux de retour, en tout cas par rapport à nos expériences passées. Alors, un taux de retour d'environ 5%. La différence entre l'email et le SMS, c'est que l'email est beaucoup moins cher et peut engendrer un ROI bien supérieur au ROI du SMS. Enfin, il y a un canal de communication qu'on n'avait pas mis en réponse, c'est le courrier postal. Le courrier postal, c'est forcément le moyen de communication le plus cher. De loin, il est peut-être 30 fois plus cher que le mail. En revanche, c'est celui qui va nous donner le meilleur taux d'utilisation. Il est 2 fois supérieur aux autres canaux de communication.
c'est pour ça que c'est quand même intéressant de continuer à rester sur du papier. Parce que comme l'a dit Guillaume, le papier, il peut rester sur la table d'entrée, il peut être consulté par toutes les personnes de la famille. Donc, il aura un taux de couverture beaucoup plus important. Et comme on l'a montré, il y a un taux d'ouverture, un taux de retour d'utilisation de 10%, alors que le mail et le SMS, c'est que 5%. Donc, je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Sinon, a priori, non. Que faut-il comme données pour faire un score anti-churn? Alors, nous, en général, on essaie de repérer les churners. Après, pour essayer de les conserver, on va avoir l'habitude d'essayer de conseiller à notre client de parler à son client. Et donc, ça peut être l'objet d'enquêtes, par exemple, d'enquêtes quantitatives pour savoir pourquoi ils sont sur le point de partir. L'info qu'on a en général en base de données n'est pas suffisamment. Guillaume, il me semble que peut-être la question est mal formulée. Je pense que Myriam voulait savoir qu'est-ce qu'il faut comme données pour construire un score churn. Un score de churn, on peut. Explique-nous peut-être rapidement comment tu identifies un churner. On prend pour construire un score de churn, on prend l'information qui est présente dans la base de données. Et en général, on peut utiliser ce que je disais tout à l'heure, la récence de la dernière sollicitation, la dernière fois que le client est venu. On peut utiliser la fréquence du nombre de fois que le client est venu. On peut utiliser son chiffre d'affaires. On peut utiliser, si c'est dans un milieu bancaire, le nombre d'argent que la personne dépose sur son compte. Enfin, ça dépend. Après, ça dépend aussi du milieu dans lequel on se place. Mais nous, dans notre cas, avec les volumes dépensés, le nombre d'actes d'achat et la récence de l'acte d'achat, on a pu mettre en place un score de churn qui marchait tout à fait. Oui, donc il y a une dernière question. Donc l'avis sur le B2B, c'est ce que j'ai dit en préambule, c'est-à-dire qu'en fait le B2B c'est quelque chose de très particulier. Si on est sur du marketing rencontre, par exemple, le one-to-one se justifie forcément. On va chouchouter nos clients et on va faire des offres adaptées, on va faire du coup humain, on va aller recueillir le besoin chez le client, ce qui est quelque chose qu'on ne fait pas en grande consommation. C'est pour ça que depuis quelques années maintenant c'est possible en utilisant les bases de données. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop parlé du B2B parce que c'est évident qu'on va faire du one-to-one en B2B. Pour le B2B, on a fait le même genre de dispositif pour un autre de nos clients qui, pour lui, avait une cible B2B. On a fait exactement la même démarche avec notre segmentation, le même genre d'analyse, et ça lui a permis d'adresser, encore une fois, des messages particuliers à certains de ses clients business qui ne pouvaient pas faire de façon plus globale. Et donc là aussi, il pouvait voir les produits qui performaient, les produits qui étaient en baisse vis-à-vis de sa cible business, mais tout ce dispositif peut être envisagé aussi dans un environnement B2B. Si on a un grand nombre de clients, quand même. Oui, si on a une base suffisamment importante pour faire ce genre de dispositif, parce que si peu de clients, ça n'est peut-être pas la peine de faire tout ça. Mais bon, c'est possible. Eh bien, on vous remercie tous d'être venus à ce webinaire et puis on espère que très prochainement, vous nous contacterez pour vous aider à mieux connaître votre base client. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous.